en main, mais voilà, il est 5h moins un quart, bien passé. Qui se lance? Qui ose? D'ailleurs, on va vous faire passer quand même un micro. Ah, il y en a encore un déjà. Personne qui ose. Oui, Lucien. Je vais parler sans micro, c'est bon, je pense. Tant que vous arrivez, j'aurais fini. Ma question, elle est très courte. Non, c'est juste pour rebondir, comme c'est M. Fidanza qui a parlé en dernier, sur son exemple qui était très intéressant, mais il est quand même particulier dans le sens où c'est le planificateur qui a été le constructeur. Vous avez maîtrisé toutes les étapes de la genèse du projet jusqu'à la réalisation. Finalement, c'est ça qui permet une cohérence à tous les niveaux. Ça a été évoqué par un de vos voisins, ça représente 1 ou 2% de ce qui se fait dans ce pays. Ça veut dire que dans la majorité des cas, en général, il y a une interruption qui est assez brusque, où on défend une idée, on a des objectifs qualitatifs assez élevés dans la planification, puis au moment de la réalisation, finalement, c'est d'autres intérêts qui peuvent primer, c'est la rentabilité, c'est la productivité, etc. Donc, ce décalage-là fait qu'en général, le résultat, c'est ce qui permet au résultat d'être assez différent, finalement, de l'idée de départ. Donc et ça concerne 98% des constructions. Oui, c'est juste. Mais enfin, il y a plusieurs exemples. Déjà, nous, on a travaillé avec l'entrée générale. Bon, il ne faut pas la nommer, je pense que c'est ce qu'on a compris. Mais on a dû apprendre à se connaître. On ne travaillerait probablement pas la même chose si on travaille une deuxième fois ensemble. La même chose avec les autorités politiques. J'ai entendu dans la salle tout à l'heure, quand on commence à côtoyer une collectivité et leur proposer des nouvelles façons de faire, dès le moment où ils y voient un intérêt, ils se prennent au jeu, tout à coup les façons de penser changent. C'est clair, si on reste toujours sur les mêmes systèmes, on a c'est plus lent, les processus se bloquent plus facilement. Avec Régina et Xavier, on a l'occasion de fonctionner dans une commission ensemble où on a adopté une attitude où en fait on fait un processus d'accompagnement au lieu de faire un jugement pur sur les projets, pour essayer de rentrer dans une dynamique de transformation où on laisse complète liberté à l'auteur du projet, mais en donnant une impulsion, une certaine pression pour suivre certaines indications, mais on prend avec l'administration, ça veut dire qu'on les prend comme témoins et aussi comme acteurs, en leur demandant de jouer le jeu, d'avoir un peu de souplesse, y compris dans des processus, par rapport à des processus bien établis, de vraiment modifier les bases des données réglementaires très, très fixes. Chacun s'engage, puis il y a une espèce de caution qu'on donne aussi par rapport aux autorités supérieures, de dire ok c'est bon, ça va dans le bon sens, on peut ouvrir. Après bien sûr il y a tous les processus démocratiques avec d'éventuels recours, etc. Mais c'est une attitude différente. Alors, ça se fait pas en 2 jours, hein. Mais c'est disons un processus, puis on a un monde quand même plus complexe où on va beaucoup plus vite. Avant on avait un fax, maintenant on a des mails, bientôt enfin, bref. On doit répondre quasiment à la seconde, sinon on a l'impression que l'autre n'est pas là et puis qu'on est vexé, etc. Donc ça demande une adaptation, donc il faut travailler différemment, on n'a pas le choix. C'est peut-être en effet un processus atypique, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir apprendre de cette maturation des acteurs. Monsieur Tilliac voulait intervenir, et puis ensuite Régina Montier. Donc si je pouvais préciser, donc on l'a vu sur le chantier, le projet de Bruden, donc on a un projet qui démarre en 85 et puis les premiers utilisateurs arrivent en 2008. L'autre manière de travailler, comme a parlé M. Fidanza, c'est vraiment de travailler plus rapidement. Pour travailler plus rapidement, l'intérêt, c'est d'avoir tous les acteurs autour de la table. Et notre métier, dans ce cas-là, c'est d'être facilitateur et de faire converger tous les intérêts. Parce que si on prend les étapes les unes derrière les autres, on va arriver à l'utilisateur final qui peut-être n'est pas du tout intéressé par le projet qu'on a conçu, soit il y a 10 ans, soit... Voilà. Et le fait d'avoir, que ce soit les communes, les autorités, les investisseurs et l'utilisateur, il ne faut pas oublier l'utilisateur final plus les concepteurs, ça permet d'être beaucoup plus rapide et puis beaucoup plus rationnel dans le coût final aussi, parce qu'il n'y a pas de secret, ça va être ça qui va être géré, et ça nous permet de gagner énormément de temps. Donc on réduit, il y a quand même une inertie, hein, parce que sortir des projets, ben voilà, après il y a tout un processus hein, de permis, d'autorisation, d'enquête publique et autres,
Ça, on ne va pas y couper, mais ça permet de réduire le temps. Finalement, c'est peut-être un peu un changement de perspective par rapport à ce qu'est l'urbanisme. Au lieu de dire que c'est que la planification, c'est entre le moment, c'est ce que je raconte à mes quelques étudiants qui sont là, c'est entre le moment où quelqu'un, que ce soit le politicien ou bien dans le cas présent un concepteur, une entreprise générale, et le moment où l'utilisateur final entre en possession du bien. Donc on a de la planification, mais pas seulement, on a le projet, on a la réalisation, et c'est la chaîne de tous ces acteurs-là qui me semble être intéressante à mobiliser et à, comment vous avez dit ça, à vitaliser. J'aime bien le mot. Allez-y. Oui, je reviens un peu à notre société qui est pluraliste et contradictoire. J'ai des doutes, je suis tout à fait pour la participation, enfin pour des processus participatifs, jusqu'à un certain degré, il ne faut pas y croire que vous avez trouvé un consensus dans la population. Vous auriez ceux qui veulent ça et ceux qui veulent exactement le contraire. C'est plutôt un processus pour moi je dirais, d'éducation. Le processus participatif, c'est de sensibilisation, pas éducation, de sensibilisation pour que la population soit plus consciente de tout ce qui est, tous les enjeux qui sont pour réaliser un projet urbain, une place, n'importe quoi. Donc, je n'y crois pas comme un miracle, parce qu'autrement, on voterait tous identiques dans les votations, et on n'aurait pas 50,01 contre 49,99, enfin, je ne sais pas. Oui. Donc là, il y a des limites. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit nous donner les moyens légaux pour que le projet a le rôle actif et pas le rôle passif de l'urbanisation. Parce que quand on a des planifications finies, le projet a un rôle passif. Il va s'intégrer, évidemment, il y a encore de la création là-dedans, mais il y a quand même un rôle passif à la base. Il doit accepter ça et s'intégrer là-dedans. Il peut toujours faire quelques petites inventions, mais sa liberté, elle est considérablement restreinte. Par rapport à un processus, quand on parle dans le titre que faire la ville par le projet, ça veut dire on doit donner au projet le rôle actif de l'urbanisation. Et pour faire ça, il faut réfléchir. Il y a quelques exemples quand même. Il y a par exemple quelques indices. À Zurich, dans le règlement de construction, il y a une possibilité, par exemple, tout le monde, tous les propriétaires ont le droit de construire d'après les règles, celles du règlement et celles des ordres. Par contre, il existe un article qui permet de faire un Arealüberbau, ça veut dire un rapide plan de quartier basé sur un projet. Et quand ils font ça, ce processus, c'est inscrit dans la loi, dans le règlement, ces projets-là sont évalués pas par le Bauinspektorat, pas par le service des permis, mais par un collège d'experts externes et indépendants. Alors, si ça passe la latte de la qualité, il a même un bonus de entre 10 et 20% d'utilisation en plus. Donc, il y a quelque part une manière de dire que le projet est le centre, et a le rôle actif, et s'il obtient une qualité qui est professionnellement, disons, reconnue, dans ce cas-là, il a son petit bonus. Donc, dans une zone de 4 étages, il peut y avoir des excès de 6 étages, il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Donc, il faut quand même qu'on travaille aussi dans ces directions-là, parce que autrement, on est coincé avec nos moyens. Et si le projet... J'ai montré un exemple qui date de 91, c'était le petit jardin d'enfants à Kitaki. Mais là, on avait toutes les libertés parce que c'était une zone sans règles. Mais on avait la chance de venir comme dernier dans le quartier. Alors là, c'est beaucoup plus facile de faire, disons plus facile, c'est toujours pas facile, mais disons, c'était une chose, c'était l'élément final, tout était déjà construit, donc l'élément final est venu s'ajouter, mais sans règles.